Salut, c'est David Amsalem, cofondateur de Florida Invest et bienvenue dans ce nouvel épisode du débrief. Je reviens aujourd'hui avec Eric en détail sur notre dernière acquisition d'un immeuble de 10 appartements dans la partie nord de la ville de Miami Beach pour le compte de la foncière FI Capital 22. Dans ce podcast, nous plaçons cette acquisition au cœur du contexte macroéconomique actuel qui comporte un certain nombre de points d'interrogation comme l'inflation, la hausse des taux d'intérêt par la Fed et la confiance des ménages américains. C'est parti. Salut Eric, comment vas-tu ? Écoute, ça va plutôt pas mal. Comment ça se passe à Paris? On observe effectivement depuis le bureau de Paris les différents événements mondiaux, macroéconomiques, etc. et notamment sur les États-Unis. Donc d'abord pour commencer, ce qui m'intéresse avec toi aujourd'hui, c'est de parler de notre dernière acquisition. Comme tu sais, on a l'habitude à chaque fois de couvrir ça un petit peu plus en détail sur le podcast. Donc c'est l'acquisition d'un immeuble de 10 appartements dans la ville de Miami Beach, précisément dans le quartier de North Beach. J'aimerais qu'on en parle un petit peu. Toi qui étais sur le terrain et qui as géré cette acquisition de fond en comble, notamment avec les inspections et toute la partie en présentiel, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de cet actif ? Bien sûr, absolument. Alors, d'abord, je connais très bien le quartier. C'est un quartier qui est très demandé. Je ne pense pas qu'on ait de difficulté à louer immédiatement toutes les unités de cet immeuble, mais je voudrais relever sur cette acquisition, je crois que c'est la partie la plus importante, c'est qu'en fait, à la base même, je dirais que l'immeuble a été mal estimé par l'agent immobilier qui l'a mis sur le marché. Ça, c'est le premier point. Mal estimé parce que le montant des loyers a été sous-estimé par l'agent immobilier. Et puis surtout, le bien a été très mal géré. Ce sont des locataires qui sont dans la propriété depuis très très nombreuses années. Ce sont des locataires qui sont le plus souvent des personnes âgées dont les leases terminent tous en même temps. Les contrats vont terminer fin décembre avec des loyers très en dessous du prix du marché. Donc en fait, l'acquisition a été faite en fonction des revenus actuels et non pas en fonction du potentiel de la multifamily qui a évidemment beaucoup de potentiel. On va en parler maintenant si tu veux bien. Si je ne me trompe pas, même le potentiel a été sous-évalué par l'agent. C'est là aussi où il y avait une opportunité. Il y a deux points majeurs à noter. Non seulement le potentiel a été sous-évalué par l'agent parce qu'il y a des loyers qui ont été estimés, je ne sais plus si ma mémoire est bonne, bon, je n'ai pas la plaquette de produit sous les yeux. Mais 1500, il me semble. Voilà, $1 500, c'est très en dessous du prix du marché. Pour un 2 pièces, je le rappelle. Oui, c'est très en dessous du prix du marché, c'est ce qu'on a loué à Boynton Beach, par exemple, un appartement de 2 pièces. Donc, effectivement, qui est une zone, pour donner un peu de contexte, qui est une zone où les loyers sont naturellement inférieurs à ceux de Miami Beach, et de North Beach en l'occurrence. Absolument. Donc, les loyers sous-estimés, et on a acheté avec des loyers pro forma sous-estimés et des loyers réels très en dessous de leur vraie valeur. Donc, notre deuxième point fort, c'est pas seulement le fait d'avoir bien acheté, c'est qu'on va avoir l'opportunité maintenant. Les appartements sont des grands appartements et l'architecture de l'appartement permet de créer facilement, sans dénaturer l'appartement, une deuxième chambre. Donc l'objectif maintenant, évidemment, c'est de créer, les permis vont être déposés la semaine prochaine, c'est de créer une deuxième chambre dans les 10 unités de cette multifamily pour pouvoir effectivement en obtenir la quintessence et le louer au maximum du marché. Je dirais quelque part, c'est difficile à savoir parce que comme on en parlera plus tard, mais les loyers vont probablement évoluer dans un sens ou se stabiliser peut-être, mais quelque part entre 2000 et je dirais $2300 chaque appartement. Donc oui, effectivement, il y a deux aspects. Le fait que la propriété ait été mal gérée, le fait que les loyers ont été sous-estimés au moment de la mise en vente du bien sur le marché. Et puis évidemment, le troisième aspect dont on parle maintenant, c'est l'optimisation de cette multifamily. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on est en mesure de faire pour pouvoir obtenir 230, 240, 250 000 $ peut-être de rapport annuel. Alors, j'ai envie de rebondir sur plusieurs points avant de rentrer un petit peu dans la technique de comment on va convertir ou quels bénéfices on peut en tirer pour la foncière qui détient ce bien. La première chose, c'est que tu t'en rappelles très bien, on parle souvent des sources d'opportunités. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des propriétaires, vendeurs qui sont out of state. Et là, en l'occurrence, on est tombé sur un vendeur qui habite dans le New Jersey, qui opère mal sa propriété, entre autres parce qu'il n'est pas présent, puisque c'était même, on pourra y revenir, mais c'était même un des habitants de l'immeuble qui s'occupait de collecter les loyers de l'actif. Donc on a un propriétaire qui est loin, qui a clairement pas
entretenu sa propriété comme il le devait. Ça, on avait clairement identifié depuis plusieurs années que c'était des sources d'opportunités. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on connaît bien nos valeurs à la fois locatives, et ça, c'est la puissance de la gestion en interne qu'on fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les plusieurs centaines de lots qu'on a sous gestion, on sait exactement ce qui se loue, à combien ça se loue, à quelle vitesse ça se loue. Donc là aussi, je pense, parce qu'il faut dire qu'on a été réactif, hein, on a fait une offre dans la journée et c'était au comptant et au prix. Donc ça aussi, c'est un point important. Mais on a été capable, je pense, de voir assez vite que les valeurs ont été sous-estimées par l'agent immobilier. Le propriétaire qui est loin, je pense, n'a pas forcément trop d'idées des valeurs locales, et surtout dans une période assez volatile. Hein. Les valeurs ont changé très vite. C'est difficile d'avoir des données qui permettent de valider. Nous, on les a grâce à la gestion, finalement. Donc, l'aspect out of state, l'aspect on connaît les valeurs et on a été capable d'agir rapidement et au comptant. Ça, c'est la force de ces foncières. Et de l'autre côté, effectivement, la vision, c'est-à-dire que transformer tous les appartements qui sont des 2 pièces en 3 pièces, des one bedroom en 2 bedrooms, pour en tirer plus de loyer, oui, mais la vision principale, c'était de se dire ensemble, pour faire face à des potentiels risques demain, parce qu'il y a une inflation galopante, parce que les revenus vont peut-être pas suivre, parce que l'immobilier a beaucoup augmenté, et donc c'est possible qu'il y ait une correction, etc. Pour faire face à la conjoncture de demain, on s'est dit, on préfère être l'appartement de 2 chambres, le 2 bedroom le moins cher du marché local, que être le one bedroom loué au max du prix. Je ne veux pas trop m'avancer là-dessus parce que ça reste à valider. D'ailleurs, tu vas nous expliquer juste après comment tu as validé ça. Mais c'est quand même un point qui a testé sur le marché et à valider donc sur un premier appartement, c'est-à-dire déposer, avoir un permis, ajouter la deuxième chambre et louer donc le 2 bedroom le moins cher du marché qui va se louer, disons, 2200 $, 2000 ou 2200 $ par mois par rapport aux 2400, 2500 du voisinage qui sont plus grands, etc. Absolument. Donc voilà, toi, en pratique, comment ça se passe, cette transformation? Tu peux nous en dire un peu plus? Alors moi, je suis très confiant parce que il ne faut pas oublier encore une fois qu'avec la gestion, on a un Polaroid, un instantané du marché tous les jours. Donc on sait vraiment ce qui se passe tous les jours sur le marché locatif. On a des biens qui sont gérés un peu partout en Floride du Sud sur les 3 counties, Miami-Dade, Broward County, Palm Beach County. Donc on sait qu'on ne se trompe pas. Mais on va dire que ce sera un test intéressant parce qu'on va effectivement déposer un permis pour pouvoir transformer cet appartement d'une chambre en 2 chambres, donc en 3 pièces. On va créer une ventilation supplémentaire pour la climatisation et on va le rénover et le mettre sur le marché. Donc je suis extrêmement confiant sur ce sujet. On est toujours très conservateur, on fait très attention à nos investissements, donc on reste toujours prudent, mais je suis extrêmement confiant. Mais d'ailleurs, tu avais vérifié les critères pour transformer un 2 pièces en 3 pièces avec la ville. C'est-à-dire que la particularité de cet immeuble, j'en parlais dans une vidéo précédente, c'est que tous les appartements sont traversants, donc ont des fenêtres de chaque côté du living room. Ça, par exemple, c'était essentiel pour pouvoir transformer avec permis, de manière totalement légale, les appartements. Absolument. Même Alors, si ça reste à faire. absolument. Je Il y parle a- comme si on l'avait déjà Non, fait. mais il y Mais a ça plusieurs reste à faire. critères avec la ville pour pouvoir transformer un appartement d'une chambre en 2 chambres. Il y a plusieurs critères. Il y a le problème du parking qui est réglé, puisqu'il y a des parkings publics à côté. Il y a le problème de la surface minimum de la chambre qui est réglé, puisqu'on est très au-dessus de la surface minimum d'une chambre. Donc ce ne sera pas un souci. Il y a aussi le problème de climatisation qu'on a réglé, puisqu'on crée je dirais une sorte d'appentis de soffit supplémentaire, je ne sais plus comment le dire en français, qui permet d'amener une gaine de climatisation dans la chambre. On a aussi le problème de la fenêtre, qui n'est pas un problème, puisque la pièce aura elle-même une très grande fenêtre. On a résolu toutes nos obligations auprès de la ville pour pouvoir transformer cet appartement d'une chambre en 2 chambres. Très bien. Donc, effectivement, je pense que ce deal a été acheté avec une certaine décote par rapport au prix actuel, mais la réalité, et je pense que tu confirmeras ce point, c'est qu'en fait, tous nos projets actuels, tous ceux qu'on a achetés en 2021 et en 2022, sont des projets qui fonctionnent avec des valeurs de loyer pré-Covid. Donc ça permet, et ce sera ma transition, de potentiellement faire face à des incertitudes demain parce qu'il y a beaucoup d'inflation et qu'il faut que les salaires suivent et qu'à un moment, c'est possible qu'ils commencent à stagner. Hein. Tout le monde parle de stagflation en ce moment. Donc, il pourrait y avoir des corrections sur les loyers, il pourrait y avoir des corrections sur les valeurs avec des hausses de taux d'intérêt par la Fed, justement pour combattre cette inflation. Alors, le marché de l'emploi se porte très bien parce qu'il y a 3,6% de chômage seulement.
Et il y a une énorme tension sur le multifamily, hein, tout simplement parce que les constructions ont pris énormément de retard et la formation de nouveaux foyers reste assez soutenue. Donc voilà, on est quand même sur des fondamentaux qui vont bien, surtout en Floride. Il y a un rapport de l'ARS, je ne sais pas si tu l'as vu, qui est sorti, qui en fait enregistre les bases taxables dans chaque État et qui montrait à quel point la Floride était grande gagnante au niveau des bases taxables, l'augmentation de la base taxable avec sa croissance démographique, etc. Donc on est quand même sur des fondamentaux qui sont solides, mais je le dis pour ceux qui nous écoutent, et je pense que tu seras d'accord avec moi, on n'est pas à l'abri d'une correction, et je pense que quand on travaille, on a ça en tête en permanence. De manière générale, la gestion de risque était un peu au cœur de notre approche. En ce moment, la prudence, elle est quand même accrue. Et un autre aspect qui, pour moi, est important, c'est ne pas adosser ces acquisitions à de la dette bancaire. Tout simplement dans un contexte où les taux sont très volatiles pour limiter le risque également à ce niveau-là. Aujourd'hui, je ne ferai pas de dette bancaire parce que le marché peut se retourner. Et donc, c'est sûr que je suis très heureux d'être dans la situation dans laquelle on se trouve, c'est-à-dire un paiement toujours dans 95% des cas au comptant, avec des valeurs qui nous sécurisent. La vraie question, c'est pas vraiment de savoir si on fera face à une correction, parce que les cycles, c'est comme ça. Les marchés ont toujours corrigé dans une certaine mesure. Et là, de toute manière, on sera très loin de la crise de 2008 parce que les banques ont été très disciplinées et les ménages ne sont pas surendettés, surtout d'un point de vue immobilier. Et il n'y a pas de surplus de logements sur le marché, plutôt une pénurie. Donc, ça sera très différent. Mais la question, c'est pas vraiment de savoir si on fera face à une correction, parce qu'elle arrivera de toute façon à un moment ou un autre. C'est de savoir comment les deals fonctionnent sur des valeurs plus basses, sur des valeurs qui corrigent de 20 ou de 30%. Et là, je pense que cette question, on se l'est toujours posée et on se la pose encore plus aujourd'hui. Donc sur des deals qui fonctionnent très bien, sur des valeurs de marché inférieures à 30% à celles d'aujourd'hui. David, je vais complètement dans ton sens. Je peux dire qu'avec mon expérience maintenant aux États-Unis de plus de 20 ans, la moyenne des cycles immobiliers se situe quelque part entre 8 et 12 ans. Le cycle suivant est toujours supérieur au cycle précédent. Si on anticipe une correction, ne serait-ce que même de 30%, aujourd'hui on est couvert. Donc ça, c'est quand même un point important. Ce qui serait énorme d'ailleurs, parce que je ne pense pas que ça corrigera d'autant, vu les fondamentaux économiques. Et là, on y revient, c'est que nos investisseurs sont principalement exposés au marché français et européen et vont chercher une diversification dans un pays comme les US et la Floride, qui sont à vraiment un moment différent de leur cycle économique. Il y a 3,6% de chômage, il y a une épargne des ménages qui est assez élevée, il y a une autonomie énergétique. Donc voilà, en plus de ça, il y a ces risques, on va dire, globaux qui doivent être intégrés derrière. Mais d'un point de vue immobilier local, c'est vrai que je suis assez fier des projets qu'on a mis en place et qui pourraient très largement survivre à des valeurs 2 ans en arrière. En réalité, on a acheté au prix d'il y a 2 ans. Si quelque part on analyse les biens, que ce soit on pourrait louer au prix d'il y a 2 ans. Absolument. Et on a acheté au prix d'il y a 2 ans. Et le deal fonctionnerait encore, et le deal marcherait encore. Ok, bah écoute, c'était très intéressant de couvrir cette nouvelle acquisition et de la mettre dans le contexte global actuel, parce qu'il y a quand même pas mal d'incertitudes et je pense que les investisseurs en sont conscients. Donc merci beaucoup et puis je te dis à très vite. J'espère que ce nouvel épisode du débrief vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.